me fait donc très plaisir d'être là aujourd'hui. Et moi, je voulais commencer par revenir d'abord sur un des points que Claire a présenté au tout début, qui est la question du clivage. Parce que la question du clivage dans l'écologie, elle n'est pas très populaire. Pourquoi ? Parce qu'on nous raconte constamment que nous serions tous embarqués dans un même bateau et qu'il faudrait nous en sortir tous ensemble et que l'écologie serait quelque chose de consensuel. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Et c'est une forme de dépolitisation de l'écologie. Et pour moi, c'est très important d'appuyer là-dessus parce que c'est une manière à la fois de dépolitiser l'objet écologie et les politiques écologistes en général, de les dépolitiser, et c'est aussi une manière de refuser en démocratie qu'il y ait du débat sur cette question. Et donc nous, on assume qu'il y a un clivage entre leur écologie de riches, de salons, de ce que vous voulez, d'intérêts privés, et notre écologie qui est l'écologie populaire. Et si je prends un exemple très récent dont tout le monde a entendu parler, qui est l'incendie à Rouen de l'usine Lubrizol, c'est un exemple extrêmement frappant de leur écologie. Pourquoi ? Bon, tout le monde a vu les images extrêmement impressionnantes de ce nuage dont personne ne peut nous faire croire qu'il ne franchit pas des frontières de département, des frontières de région. Enfin bon, on nous a déjà tenté de nous faire ça avec Tchernobyl, mais on n'y croit absolument pas. Donc la suie qu'on voit absolument partout, les aliments qu'on dit aux gens de ne pas consommer. Bon, tout le monde a vu les habitants, les pompiers qui sont intervenus, qui se plaignent de maux de tête, de nausées. Mais qu'est-ce qu'il est important de regarder sur cet incendie précisément ? Donc c'est une usine qui est classée Seveso au seuil. Donc Seveso, c'est pas n'importe quelle usine. Ça veut dire qu'il y a des produits extrêmement dangereux à l'intérieur. Cette usine a été classée Seveso. Mais là où il y a un problème. La première, c'est qu'il y a eu une autorisation du préfet d'augmenter les tonnes de produits dangereux qui étaient entreposés dans l'usine. Et ça vient de quoi ? Ça vient pas de n'importe quoi. Ça vient du fait qu'il y a eu un décret fait par le gouvernement sous Emmanuel Macron qui permet, dans certaines conditions, de ne pas avoir d'études environnementales ou d'études sur les conséquences environnementales et sanitaires de réglementation qui pourraient être faites vis-à-vis des entreprises. Ça veut dire que depuis qu'ils ont assoupli le droit de l'environnement, comme ils disent, pour qu'on puisse plus facilement, parce qu'en plus ils utilisent des arguments absolument dégueulasses. Les arguments c'est, oui, il faut assouplir le droit de l'environnement parce que sinon justement vous n'aurez aucune éolienne qui sera jamais mise, vous n'aurez aucune... Donc on ne pourra pas avancer si on n'assouplit pas le droit de l'environnement. Bah oui, assouplir le droit de l'environnement, ça donne un préfet qui autorise de mettre plus de tonnes de produits dangereux entreposés, et surtout avec des alertes qui ont complètement été ignorées. Parce que si je vous reprends quand même cette usine, en 2013, ils avaient émis un énorme nuage de gaz sur lequel, pour négligence, ils ont été condamnés à 4 000 €. À 4 000 €, c'est dissuasif. Je vais vous dire qui est le propriétaire de l'usine, ça va vous montrer à quel point c'est dissuasif qu'à 4 000 €. Il y a eu ensuite, en 2017, une mise en demeure de Lubrizol par l'administration pour 17 manquements, et vous avez eu à Lubrizol aussi un incendie déjà début septembre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en termes de contrôle et de suivi d'accidents qui ont déjà eu lieu, on n'est pas du tout bon, parce qu'il y a déjà eu des alertes à de nombreuses reprises. Et pourquoi c'est ça ? Tout simplement parce que, notamment sur tout ce que sont les métiers de contrôleur pour l'État, des réglementations qui doivent être mises en place par l'État, même si elles ont été assouplies, les missions de prévision des risques, sur le ministère et ses agences elles-mêmes, vous avez un plan de destruction d'emplois comme jamais nous n'en avons eu et qui continue encore à exister. Depuis 2013, il faut se rendre compte que dans le ministère et dans les agences du ministère de la Transition écologique, il y a eu 13 250 emplois supprimés. Là, on est sur un nouveau plan où ils vont supprimer de nouveau 5 000 emplois d'ici à 2022. Mais des suppressions d'emplois, ça veut dire des choses comme ça concrètement. Ça veut dire que concrètement, sur le terrain, si je prends les contrôleurs des usines par exemple, un contrôleur, il est censé contrôler 420 usines. Le directeur lui-même, il disait qu'il fallait au moins 200 contrôleurs en plus, 200 inspecteurs en plus. Donc ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, l'État ne se donne pas les moyens de vérifier si les usines dans notre pays, qui sont pourtant classées extrêmement dangereuses, respectent les réglementations qui sont faites, et en plus de ça, se permet d'assouplir cette réglementation.
Ben ça, c'est typiquement une caractéristique de leur écologie. Je vais refaire les caractéristiques après, mais c'est exactement le genre de choses qui se passent dans leur écologie, où ils croient effectivement dans une idéologie, comme disait Frédéric, au marché, au fait que par la main invisible du marché, tout va se régler et tout va aller vers l'intérêt général des acteurs privés. Donc vous avez cet assouplissement du droit de l'environnement, qui a un lien avec l'accident qui a eu lieu, la réduction des effectifs et donc de l'expertise et des moyens de contrôle de l'État qui est extrêmement important. Et puis quand je vous disais que l'amende de 4 000 €, elle était complètement ridicule, il faut se rendre compte que Lubrizol, c'est une entreprise qui est détenue notamment, enfin qui a été rachetée par un fonds de pension dont le propriétaire est Warren Buffett, juste un des hommes, je ne sais plus si c'est le 8e ou 3e homme le plus riche au monde. Troisième fortune mondiale. Troisième fortune mondiale, voilà, exactement. Donc ça vous donne une idée à quel point, lorsqu'il y a une amende de 4 000 €, personne ne fait rien et tout le monde s'en fout et on peut bien continuer parce que de toute façon, si on ne risque que 4 000 €, eh ben, on peut continuer jusqu'à n'en plus pouvoir. Et ça, c'est une caractéristique, ce qui s'est passé à Rouen. Concrètement, des populations sont mises en danger sciemment, parce qu'en plus après on pourrait parler de la manière dont ça a été géré, le manque de transparence, le fait qu'on n'évacue pas les populations, le fait qu'on ne prévienne pas les gens. C'est quand même incroyable d'avoir un gouvernement qui vous dit « Ah oui, mais j'ai pas la liste des produits qui ont brûlé parce que l'entreprise refuse de me la donner. » Mais ça veut dire quoi ça comme État qui arrive à gérer des crises? Enfin, vous vous rendez compte, c'est une crise très grave qui s'est passée à Rouen, mais c'est pas un accident nucléaire par exemple. Donc vous imaginez à quel point nous sommes préparés à faire face à des catastrophes industrielles, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout prêt, quoi. Donc ça, c'est un point qui est important. Et dans leur écologie, si je devais un peu la caractériser par plusieurs points, il y a d'abord le fait que toute leur politique est menée, enfin c'est ce qu'on appelait le président des riches, est menée vers une petite minorité de la population, que sont les plus riches et les grands patrons. Et bon, vous connaissez le dicton, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est exactement ça qu'ils sont en train de faire dans leur politique écologiste. C'est-à-dire que concrètement, on vend, c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure sur ADP, on est en train de vendre le pays à des transnationales, à des multinationales qui vont acheter des secteurs absolument essentiels à l'organisation de notre vie collective, d'autant plus important lorsqu'on parle de l'urgence écologique, et qui visent justement en donnant plein de pans à leurs amis, en les enrichissant encore plus, parce qu'il ne faut pas croire, hein, l'urgence écologique, elle a une origine extrêmement forte dans la question sociale. Et dans ceux d'ailleurs qui veulent dire que la question écologique c'est une question consensuelle sur laquelle il ne devrait pas y avoir de débat et on est tous ensemble, c'est aussi la négation du fait que nous ne sommes pas tous responsables de la même façon de ce qui nous arrive, et que c'est notamment les grandes transnationales et les plus riches du monde qui sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous allons être si on continue à ne pas agir, et qui nie aussi le fait que le changement climatique et l'urgence écologique, c'est plus large même, elles ne touchent pas du tout pareil les populations. C'est-à-dire que c'est d'abord et avant tout les plus pauvres de notre pays, mais dans le monde, qui sont touchés par l'urgence écologique. C'est pas les plus riches de ce pays qui sont en train de faire, vous avez vu le fondateur de PayPal, qui s'est mis avec ses petits amis milliardaires, et puis ils ont décidé de faire une île artificielle pour échapper aux effets du changement climatique. Bah oui, eux, ils peuvent y échapper. Mais les gens au Bangladesh, les gens sur les côtes, quand on sait qu'en 2050, on aura 250 millions de réfugiés climatiques, 250 millions de réfugiés climatiques qui vont traverser des mers, des océans, vont mourir à ce moment-là. C'est ça dont on est en train de parler. Quand il y a un rapport du GIEC qui sort cet été, qui dit que si nous n'avons plus d'insectes, si nous avons un effondrement, vous savez, la 6e extinction de masse des espèces, si nous continuons avec le modèle industriel de l'agriculture, alors qu'est-ce que ça va créer concrètement? Ça va créer des famines dans le monde de partout. Parce que des choses sur lesquelles insiste le GIEC, c'est justement sur la hausse du prix de l'alimentation. Donc ça veut dire que concrètement, on se prépare à vivre dans un monde où certains vont crever de faim. C'est ça l'écologie qu'ils sont en train de préparer, c'est ça l'écologie des intérêts privés. C'est on se sert jusqu'à n'en plus pouvoir, on se gave, et tout le reste de la population, que ça soit dans le pays ou au niveau mondial, tout le reste, qui se démerde après nous le déluge. Donc c'est des gens qui sont dans une inconséquence au niveau des générations futures, qui en plus de ça ne reconnaissent pas que l'espèce humaine est quand même une espèce, il faut quand même le rappeler, et donc dépend de l'écosystème et des espèces vivantes autour d'elle, qui est d'une irresponsabilité extrêmement forte. Et puis la troisième caractéristique, donc je disais
le fait de favoriser toujours leurs amis les plus riches. On détruit l'État, on détruit l'expertise publique, c'est ce que tu donnais comme exemple avec le libre-échange, qui est effectivement un très bon exemple, et on vend le pays à ses amis transnationales. Et puis le troisième, c'est une espèce d'idéologie dans le libre marché, la libre concurrence. Alors l'exemple du libre-échange, il est très bon, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement bons. En fait, c'est de dire qu'il faut continuer ce système économique à tout prix. Parce que ce système économique, c'est celui qui profite aux plus riches. C'est celui qui profite à ceux qui ont mis Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, il n'a pas été mis là n'importe comment, il a été poussé par ses amis les plus riches, qui détiennent les médias, qui détiennent... Donc, on garde ce modèle économique, et surtout, il ne faut jamais le remettre en cause. C'est pour ça qu'il dit, on va repeindre un peu en vert la finance, on va faire un sommet de la finance verte. Ah bah non, ça ne marche pas, puisque la finance elle-même est responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Et lorsqu'on dit qu'ils ne veulent absolument pas remettre ce modèle en place, on a quand même tellement d'exemples du fait que lorsque l'on laisse dans le capitalisme actuel, le capitalisme gérer ce qui est notre vie quotidienne et les enjeux écologiques, ça aboutit toujours à des catastrophes, toujours. Le premier exemple qui est très connu, mais qu'il ne faut jamais s'enlever de l'esprit, c'est la question du train. On nous a dit on va ouvrir à la concurrence le secteur ferroviaire parce qu'à partir de là, vous comprenez, le privé étant plus efficace, plus à l'heure, plus tout ce que vous voulez. À la fin, qu'est-ce que ça donne? Notamment sur l'ouverture à la concurrence qui a été la première, maintenant ils ont ouvert sur les passagers, mais la première qui a été faite, c'est sur le transport de marchandises. On se retrouve maintenant aujourd'hui avec 87% des marchandises qui sont transportées par route, donc par camion. Dans un moment où on a quand même un nombre incalculable de gens qui meurent prématurément à cause de la pollution de l'air. Dans un moment où on sait qu'au contraire, il faut privilégier notamment le transport ferroviaire qui est 40 fois moins polluant que le fait de transporter par camion. Et donc, on a détruit sciemment le transport de marchandises par rail. Pareil, sur la question du glyphosate par exemple. On nous dit, mais votre histoire d'agriculture paysanne et écologique, c'est une utopie. Mais c'est incroyable, mais c'est pas vous qui vivez dans un pays complètement de malheur. Vous êtes en train de défendre une écologie où il y a un paysan qui se suicide tous les jours, c'est même plus tous les 2 jours, un paysan qui se suicide par jour dans notre pays, où on est en train d'empoisonner tout le monde avec les pesticides, et notamment le glyphosate, mais tous les pesticides en général. On est en train d'épuiser les sols, on est en train de tuer la biodiversité, on jette, je crois que c'est 40% des choses qu'on produit. Mais c'est pas eux l'absurdité? Bah bien sûr que si, c'est eux l'absurdité. Donc évidemment qu'il faut rompre avec ce modèle-là. Et surtout, qui l'a décidé ce modèle-là? Qui a un jour dit « je suis d'accord pour que Monsanto m'empoisonne » Personne, jamais. Donc, leur modèle, leur écologie à eux, c'est de continuer avec ce système, vaille que vaille, tant qu'il leur profite et tant qu'ils peuvent en profiter, sans aucune notion de ce qui se passera après. Et bon, pour continuer ça, vous comprenez que vous ne pouvez pas dire aux gens continuez à vous faire empoisonner par Monsanto, continuez à laisser Total faire ses profits et à extraire un peu partout les ressources fossiles alors qu'on sait qu'il faut les laisser sous terre si on veut avoir une chance de rester en deçà des 2 degrés Celsius. Donc on ne peut pas dire ça aux gens. Donc on invente plein de méthodes différentes pour dire vous comprenez, on ne peut pas faire autrement. La première, c'est l'attente. À chaque fois, on dit attendez, on va étudier des nouvelles choses. Alors en ce moment, on est quand même dans un moment où, vous avez vu, il y a une convention citoyenne pour le climat, dans laquelle 150 citoyens ont été tirés au sort. Ça, c'est une mascarade. On demande à des citoyens de trouver les réponses à l'urgence écologique et climatique, alors que vous avez je ne sais combien de rapports scientifiques qui existent, que des associations, que des chercheurs, des professionnels ont déjà travaillé sur ces questions-là. Donc tout le monde connaît les solutions. Et en plus, ils font exactement le contraire, puisqu'ils continuent le libre-échange, ils continuent le glyphosate, ils continuent, etc., etc. Donc déjà, ça, c'est le type de mascarade où je vais terminer vite. La deuxième des choses qu'ils font, ça c'est juste pour lier un peu à la visite qu'on a fait tout à l'heure au Jardin d'évêques, donc un endroit qu'ils veulent détruire pour faire un écoquartier, c'est d'opposer, par exemple, écologie-emploi, d'opposer écologie-logement, donc de faire des fausses oppositions comme ça, qui en plus, lorsqu'on cherche un peu, ne sont pas des vraies oppositions, mais de continuer là-dessus. La troisième, qui est très importante, c'est la privatisation et l'individualisation de l'écologie. Finalement, en fait, c'est pas un problème de modèle. Finalement, c'est pas Coca-Cola qui produit des milliards de bouteilles en plastique.
Le problème, c'est toi qui le jettes sur la plage et qui en fais un déchet. Et c'est là où vraiment, là, t'es un salaud et finalement, c'est à toi. Comme on est tous sur le même bateau, si tu fermais un peu ta lumière, si tu éteignais un peu ton eau, etc. Mais ça, c'est fini. Mais ça, c'est une manière pour eux de faire culpabiliser les individus et surtout de ne jamais remettre en cause le système. Bon, et puis il y en a plein, ils ont plein de stratégies comme ça. Et à cette écologie, nous, on oppose la nôtre, qu'on appelle l'écologie populaire, l'écosocialisme, qui est de dire... D'abord, une politique écologiste, ça implique de faire une politique de partage des richesses. Et ça, c'est très clair pour nous, et ça, il faut le réaffirmer. Oui, nous pouvons vivre dignement, toutes et tous ensemble, dans un monde qui ne pourrit pas toutes les conditions d'avenir des générations qui sont là et des générations à venir. La deuxième des choses qu'on affirme extrêmement fortement, c'est qu'aucune politique écologiste n'est compatible avec le système économique actuel, avec le capitalisme, avec le libre-échange. Et ça implique là aussi une rupture, une relocalisation de la production et de la consommation qui pour nous est extrêmement claire et implique aussi de sortir des biens du marché. C'est-à-dire qu'il y a des biens qui n'ont pas le droit d'être marchandisés, qui n'ont pas le droit d'être pris par des multinationales comme l'eau, l'air, la terre. Et puis la troisième chose, c'est que nous avons besoin, en tout cas c'est ce que nous on affirme à la France Insoumise, nous avons besoin de la puissance publique pour organiser les choses. Parce que si on veut faire la transition agricole, il faut qu'il y ait 300 000 nouveaux paysans. Si on veut faire la transition énergétique vers le 100% énergie renouvelable et sortir du nucléaire, qui d'ailleurs n'est pas résilient au changement climatique, je vous alerte sur les réacteurs qui ont été fermés cet été justement parce qu'il n'y avait plus assez d'eau pour refroidir les réacteurs. Si on veut faire le 100% énergie renouvelable, il faut créer 900 000 emplois. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'ADEME. Donc ça veut dire qu'il nous faut une puissance publique avec une expertise publique et avec des moyens de former les gens, de faire que les gens accèdent à la terre, qu'ils accèdent ensuite aux possibilités industrielles de le faire, de garder des possibilités industrielles. Et c'est ça que nous on définit comme une écologie populaire. Et juste pour terminer, parce que le mieux c'est d'avoir la discussion avec vous, c'est que... vous savez, il y a des marches pour le climat, de la jeunesse, il y a aussi des gilets jaunes qui sont aussi écologistes, et moi je le dis. Ce qu'ils disent aussi, c'est commencer d'abord par les plus gros pollueurs et donnez-nous des alternatives aussi pour les endroits où on est, parce que nous on est d'accord pour moins utiliser la voiture, mais à ce moment-là, offrez-nous des services publics plus proches de chez nous. Bon. Et ça c'est aussi... Et dans les marches pour le climat, moi je rencontre souvent des jeunes qui ont une angoisse extrêmement forte de l'avenir. Et oui, c'est angoissant, les rapports les uns après les autres des scientifiques qui arrivent, mais l'urgence écologique, c'est aussi une possibilité d'horizon heureux. Parce que si nous sommes à la hauteur de l'urgence écologique, alors nous devons rompre complètement avec leur système de malheur, et c'est une opportunité incroyable pour vivre différemment. Pour vivre différemment et pour dégager tous ceux qui sont en train de nous voler notre avenir aujourd'hui. Et parce qu'il y a cette urgence écologique, nous pouvons aussi espérer que demain et les autres jours seront un moment où nous pourrons décider collectivement de notre avenir et que cette décision collective d'un avenir où chacun pourra vivre dignement. Et pour terminer vraiment sur cette phrase-là, tout à l'heure on parlait du référendum sur ADP. La question, c'est même pas de savoir si on est pour ou contre la privatisation d'ADP. La question... c'est de dire, est-ce que c'est les oligarques, est-ce que c'est les députés qui ne représentent pas le peuple aujourd'hui qui décident pour vous, ou est-ce que c'est le peuple qui décide? Et la question, même si vous êtes contre la privatisation, si vous êtes pour, la privatisation d'ADP, c'est ce qu'il faut dire aux gens dans la rue, si vous êtes pour, vous pouvez quand même signer ça pour demander qu'il y ait un référendum. Et l'urgence écologique, elle implique à la fois une vie meilleure pour toutes et tous, mais elle implique aussi la décision collective et la souveraineté du peuple, pour qu'on décide nous-mêmes, et pas sous la loi des transnationales avec le libre-échange, pour qu'on décide nous-mêmes de comment on vit et de comment on arrête le massacre sur toutes les espèces vivantes qui existent aujourd'hui. Merci à vous.